Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance de notre cours de fiscalité. Cette deuxième séance que nous allons consacrer à l'analyse fiscale des charges. D'accord? L'analyse fiscale des charges, puisque la première séance, ça nous permet de répondre à la question quelles sont les personnes imposables, quelles sont les personnes concernées par l'IS. On avait aussi parlé de la base de l'IS, la base imposable donc de l'IS. On avait vu comment est-ce qu'on peut déterminer le résultat fiscal, comment est-ce qu'on peut assurer le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Et on avait rappelé brièvement et synthétiquement les règles d'imposition des produits. Donc, on avait bien vu que certains produits sont imposables, d'autres ne le sont pas. Et on avait justement illustré par un cas d'application, donc le cas d'application numéro 1. Donc aujourd'hui, j'ai dit que l'objectif, c'est de mettre l'accent sur l'analyse fiscale des charges. Alors, quand on parle de l'analyse fiscale des charges, on doit répondre à la question, est-ce que telle ou telle charge est déductible ou non? Donc, c'est pour les produits, la question était, est-ce que tel ou tel produit est imposable ou non? Pour les charges, la question devient, est-ce que telle ou telle charge est déductible ou non? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que pour qu'une charge, on va dire, soit déductible, hein, pour qu'une charge soit déductible, euh, il faut qu'elle remplisse, en fait, hein, il faut qu'elle remplisse, je dirais, un certain nombre de conditions, ce qu'on peut appeler les conditions de déductibilité. Hein, les conditions de déductibilité. Et d'une manière générale, on peut dire qu'il y a des conditions, on va dire, générales, hein, des conditions générales, des conditions qui s'appliquent à toutes les charges, quelle que soit, je dirais, la charge, quelle que soit la nature de la charge. Et il y a aussi euh, parfois des conditions, on va dire, particulières, hein, des conditions particulière. Donc, toujours pour dire qu'une charge est déductible ou non, il faut voir est-ce qu'elle respecte ce qu'elle remplit les conditions générales de déductibilité ou les conditions particulières. Alors, je vais vous rappeler les conditions générales très rapidement, parce qu'elles ne sont pas très nombreuses. Je crois qu'elles sont au nombre de 4. Mais pour les conditions particulières, on va essayer de les rappeler à travers je dirais, le deuxième cas d'application. Donc, on va essayer de présenter la correction du deuxième cas d'application et en corrigeant le cas, je vais essayer donc de rappeler progressivement quelques-unes des conditions particulières qui s'appliquent à telle ou telle catégorie de charges. Alors, les conditions générales, nous les avons dans le support que nous avons déjà mis à vos dispositions. Voilà, donc à la page, quelle page là? C'est la page 9, voilà. Alors là, vous avez justement les conditions de déductibilité des charges. Donc, pour qu'une charge soit déductible, pour qu'une charge soit admise à la déduction, euh, il faut qu'elle remplisse ces 4 conditions que nous avons ici. D'abord, se rattacher à la gestion de la société. Cela veut dire que la charge doit être liée à l'activité, bien liée à l'exploitation de l'entreprise. Et cette première condition peut aussi signifier que une charge n'est pas déductible s'il n'est pas lié à l'exploitation ou bien s'il a un caractère personnel. Parce que généralement, les dépenses que peut engager un chef d'entreprise, par exemple, ils peuvent être soit à caractère professionnel ou bien à caractère personnel. Les dépenses à caractère professionnel, ce sont les dépenses qui sont liées à l'activité, qui sont liées à l'exploitation de l'entreprise, le paiement des salaires pour les salariés, le paiement de loyer pour le local de l'entreprise, le, le paiement des frais de publicité, le paiement des achats, des fournitures, etc. Bon, bref, toutes les charges qui sont liées
à l'activité de l'entreprise et qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise sont liées à l'exploitation et donc sont déductibles. Par contre, les dépenses à caractère purement personnel, telles que, bon, je sais pas moi, les frais de réparation de la voiture personnelle, donc d'un salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ou bien les dépenses, je dirais, qui sont réalisées au niveau de sa famille, etc. Ça, c'est des dépenses qui sont personnelles, et donc en principe, on n'a pas le droit de les déduire en tant que charge pour la détermination du résultat fiscal. Donc, la première condition, c'est que il faut que la charge soit liée à l'activité ou bien liée à l'exploitation. La deuxième condition, d'après donc le Code général des impôts, c'est que ça doit se traduire par une diminution de l'actif net. Cette condition, elle est peut-être la moins évidente parmi les quatre, mais c'est très simple. En tout cas, quand on dit se traduire par une diminution de l'actif net, cela signifie tout simplement que dans les dépenses que peut engager une entreprise, on peut distinguer deux catégories. Il y a des dépenses qui passent par la classe 2, il y a des dépenses qui passent par la classe 6. Autrement dit, il y a les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Alors, les dépenses d'investissement et les dépenses qui passent par la classe 2 ne sont pas déductibles. Donc, le fait d'avoir acquis un matériel ne constitue pas, je dirais, une dépense déductible. Ce n'est même pas une charge. C'est une dépense, oui, mais c'est une dépense d'investissement qui ne va pas se traduire par une diminution de l'actif net. Parce que si nous devons analyser, je dirais, le traitement comptable de cette opération, une acquisition d'un matériel, par exemple, réglé par virement bancaire ou bien par chèque bancaire, ça va se traduire par une augmentation du poste immobilisation et une diminution du poste trésorerie. Et donc, du coup, au niveau de l'actif net, ben, il n'y aura pas de diminution. Parce que ce qui viendra augmenter le poste immobilisation viendra en même temps diminuer le poste trésorerie. Et les deux postes, ils sont au niveau de l'actif. Donc, ce qui fait que globalement, il n'y aura pas de diminution de l'actif net. Et donc, on dira que cette dépense, hein, ayant consisté à acquérir une immobilisation, ne peut pas être considérée comme une charge déductible. Par contre, si on paye un loyer, ou bien si on paye un salaire, ou bien si on paye des dépenses de publicité, ou il y a des dépenses ayant trait au règlement d'une facture d'électricité, etc. Là, par contre, ce sont des dépenses qui peuvent se traduire, ou bien qui se traduisent justement par une diminution de l'actif net, parce que d'un côté, on aura un compte de la classe 6 qui va être mouvementé, qui va augmenter, et de l'autre côté, le compte de trésorerie qui va diminuer. Et donc, si on s'intéresse à l'actif net, on peut dire que ce genre de dépenses qui passent par la classe 6, généralement, ils se traduisent par une diminution de l'actif net. Donc, pour résumer cette deuxième condition, on dira tout simplement que dans les dépenses qui peuvent être engagées par une entreprise, il faut bien distinguer celles qui passent par la classe 2 et qui ne sont pas déductibles et celles qui passent par la classe 6 et qui sont en principe déductibles lorsque les autres conditions sont respectées. La troisième condition, correspondre à une charge effective et être appuyée de justification. Effectivement, la charge doit être effective. Il ne faut pas se permettre de comptabiliser et de chercher à déduire des charges fictives, des charges qui ne sont pas réellement engagées et qu'on ne cherche à déduire que pour diminuer le résultat fiscal. Non, il faut que la charge soit effective, soit réellement engagée, et il faut qu'il soit appuyé de pièces justificatives. Et puis, il faut, comme quatrième condition, il faut que la charge soit constatée en comptabilité. C'est une évidence. On ne peut pas déduire une charge tant qu'il n'est pas constaté en comptabilité. Et donc, ce sont là, si vous voulez, les quatre principales conditions générales de déductibilité. Mais comme je l'avais précisé tout à l'heure, il y a aussi des conditions particulières pour telle ou telle catégorie de charges et qu'on va essayer de voir à travers le cas numéro 2 que nous avons toujours dans le même support. Donc, on va aller au cas numéro 2 justement pour voir quels sont les traitements que l'on doit consacrer à chaque catégorie de charge, puisque justement le cas numéro 2, c'est un cas
qui a pour objectif de nous montrer comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle une analyse fiscale correcte des charges. Alors, le cas numéro 2, justement, je crois que il est à la page, voilà, à la page 18, je crois, à la page 18, voilà, justement. Voilà, la société Media SA. Voilà, donc je mettrai ici Media SA. Et donc, dans ce deuxième cas, on nous donne le bénéfice comptable de l'exercice, qui est de 855 200, et on nous demande justement de déterminer le résultat fiscal, euh, justement, toujours dans le cadre d'un tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Et pour cela, on nous communique un certain nombre d'informations, notamment le montant des produits non imposables. Donc, vous voyez bien que là, on a donné directement le montant des produits non imposables parce que l'objectif de ce deuxième cas, c'est donc de voir le traitement fiscal des charges, contrairement au premier, dont l'objectif était le traitement fiscal des produits. Donc voilà, donc les produits non imposables qui s'élèvent à 79 150. Et nous avons ici une série de charges comptabilisées et qu'on va étudier sur le plan fiscal pour voir quelles sont parmi ces charges celles qui sont déductibles et celles qui ne sont pas déductibles. Donc, encore une fois, le travail à faire, c'est de présenter le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal en vue de déterminer justement le montant du résultat fiscal et le montant de l'IS au titre de cet exercice. Donc, encore une fois, nous allons présenter le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Voilà, donc je trace encore une fois le tableau. Alors, je vais respecter la même configuration, la même architecture que pour le cas précédent. Donc, comme j'ai dit, donc, je vais mettre un tableau en principe en 3 colonnes, mais moi je vais rajouter une 4e colonne pour quelques commentaires supplémentaires pour voir pourquoi on a procédé pour tel ou tel, ou bien pourquoi on a opté pour tel ou tel traitement. Voilà, voilà. Donc, un tableau qui se compose, voilà, donc, dans ces 3 colonnes, une première colonne pour les éléments, une deuxième colonne pour les réintégrations, voilà, réintégration, et une troisième colonne pour les déductions, voilà, pour les déductions, voilà, et puis on ajoutera une autre colonne pour les justifications ou bien pour quelques commentaires complémentaires. Et donc, comme d'habitude, le point de départ, ça va être le résultat comptable parce que ce tableau-là, je le rappelle, c'est le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Voilà. Donc voilà, je vais partir du résultat comptable qui est de combien d'après l'énoncé, qui est de 855 200. Donc je vais reprendre 855 200 ici. Alors 855 200 comme résultat comptable dégagé au niveau donc du CPC. Et donc, je vais commencer par les produits, les produits comptabilisés, ou bien plutôt les produits non imposables, puisque là, nous avons directement les produits non imposables. On n'a pas le détail sur ces produits pour pouvoir les commenter, pour pouvoir dire pourquoi ils ne sont pas imposables. Donc, on n'a pas les informations. Parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, le but, ce n'est pas d'analyser les produits, mais plutôt les charges. Donc, les produits non imposables, qu'est-ce qu'on fait pour les produits non imposables? Nous avons déjà dit que les produits non imposables et qui sont déjà comptabilisés, il faut les déduire. Donc, c'est pourquoi je vais inscrire le montant des produits non imposables dans la colonne des déductions, dans la colonne des moins, dans la colonne des déductions. Alors, le montant des produits non imposables, il est de 79 150. Donc, je vais mettre 79 150. Et donc, je passe tout de suite aux charges. Hein. Nous avons, après donc, ces produits non imposables, nous avons une série de charges
déjà comptabilisées. Et quand on dit des charges qui sont déjà comptabilisées, ça veut dire que ce sont des charges que nous avons déjà retranchées pour obtenir ce résultat comptable. Donc, on les a déjà retranchées. Donc maintenant, on aura désormais deux scénarios, soit que la charge comptabilisée est déductible. Dans ce cas-là, on ne va rien faire ici, on n'aura ni réintégration ni déduction, parce que la charge, elle est déductible et elle est déjà déduite au niveau du résultat comptable. Donc, ce qui fait qu'on n'aura pas de rectification à faire. Mais par contre, lorsqu'on va croiser, lorsqu'on va rencontrer une charge non déductible, une charge qui est déjà comptabilisée, autrement dit, qui est déjà retranchée, mais qui ne doit pas être déductible, voilà, il va falloir la réintégrer. Donc, toujours, on reste fidèle à la, comment dire, à la règle qui dit que le résultat fiscal, c'est le résultat comptable moins les produits d'ensemble, plus les charges non déductibles. Donc, vous voyez bien que le traitement des charges non déductibles consiste à les réintégrer, consiste à les rajouter en quelque sorte. Donc, c'est pourquoi ici, chaque fois qu'on va trouver une charge qui n'est pas déductible, on va la réintégrer. Donc, on va inscrire son montant dans la colonne des réintégrations. Et donc, je vais aller directement à la première charge que nous avons au niveau de l'énoncé. La première charge, c'est des achats de marchandises facturées par le fournisseur, mais non encore réceptionnées au 31/12. Donc, achat de marchandises facturées et non encore réceptionnées. Voilà, c'est ce que je vais mettre ici. Alors, achat, voilà, achat de marchandises qui sont facturées, mais non encore réceptionnées à la fin de l'exercice. Voilà, à la fin de l'exercice, donc 2020. Bien, alors pour les achats, bon, pour les achats de marchandises, bon, toutes les conditions dont on avait déjà parlé, les 4 conditions dont on a déjà parlé, ils doivent bien sûr être respectées, ça c'est indiscutable. Mais en plus, on peut dire que le critère de rattachement des achats à un exercice, c'est la réception. Donc par analogie aux ventes. La dernière fois, quand on avait parlé des ventes, on avait dit que le critère de rattachement des ventes à un exercice, c'est la livraison. Maintenant, le critère de rattachement des achats à un exercice, c'est la réception. Et donc, les achats qui ne sont pas encore réceptionnés ne sont pas imposables. C'est ce qu'on va mettre ici. On va dire ici, ces achats bon, ne sont pas, plutôt, pardon, ne sont pas déductibles. Hein, qu'est-ce que je dis là? Ne sont pas déductibles. Donc, ces achats en tant que charge ne sont pas déductibles. Pourquoi ne sont-ils pas déductibles? Car, tout simplement, ils ne sont pas encore réceptionnés. Donc, peu importe la facturation, ce qui importe le plus, c'est la réception. Et donc, on va toujours rattacher ces achats à l'exercice où a lieu la réception. Donc, comme ils ne sont pas utiles, qu'est-ce qu'il faut faire pour le montant? Il faut le mettre dans les réintégrations. Il faut le réintégrer parce que nous avons dit que les charges non déductibles doivent être réintégrées. Donc, je vais réintégrer le montant de ces achats et qui est de 81 950. Hein, 81 950. Donc, je vais mettre 81 950 en tant que charge non déductible. Charge non déductible. Voilà. Et donc, c'est ce qui va me permettre de passer à la deuxième opération, si vous voulez. Alors, la deuxième opération, c'est le salaire annuel du directeur commercial de la société qui est de 344 250. Donc, salaire annuel du directeur commercial, donc deuxième charge. Donc, salaire du directeur commercial, est-ce qu'il est déductible ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les charges de personnel, d'une façon générale, et même les rémunérations des dirigeants pour les sociétés qui sont soumises à l'IS, ils sont déductibles des moments qu'ils correspondent à un travail effectif. Donc, quand est-ce qu'un salaire peut ne pas être déductible? Lorsqu'il est accordé sans qu'il soit la contrepartie d'un travail effectif. Mais s'il est la contrepartie d'un travail effectif, je pense qu'il ne va pas poser de problème de déductibilité. Donc, on va dire que ce salaire
c'est la contrepartie, en principe, la contrepartie d'un travail effectif, hein, d'un travail effectif. Donc, on peut dire qu'il est déductible. Donc, c'est une charge qui est déductible. Et quand une charge est déductible, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, il n'y aura ni réintégration, ni déduction. Donc, c'est un salaire, c'est une charge qui est déjà comptabilisée et elle est déductible. Donc là, on n'aura rien à faire ici, ni en réintégration, ni en déduction. Et je passe à la troisième charge qui correspond à des commissions de courtage versées à une société de bourse. Commission de courtage versée à une société de bourse. Voilà, donc commission de courtage versée à une société de bourse. Vous savez très bien que les sociétés peuvent être amenées parfois à réaliser des opérations en bourse, des achats, de vente de titres, etc. Et très souvent, pour faire des opérations en bourse, on est censé passer par des sociétés de bourse qui sont, je dirais, habilitées à exécuter les ordres d'achat ou les ordres de vente de titres de leurs clients. Et bien sûr, leur intervention se fait moyennant des commissions. Alors, je pense que ces commissions, ils sont liés à l'activité parce que l'activité boursière ou bien les opérations en bourse, ils font partie de l'activité financière de l'entreprise. Donc, on peut dire ici que les commissions de courtage, on ne peut que les considérer comme, je dirais, des charges déductibles. Voilà, donc je mettrai ici les commissions de courtage. D'accord? Donc, on peut dire qu'ils sont liés à l'activité de l'entreprise, hein, à l'activité de l'entreprise, à l'activité donc boursière de l'entreprise, et sont donc, je dirais, déductibles. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas les accepter en tant que charge déductible. Et donc, là aussi, on n'aura pas de rectification. Il n'y aura ni réintégration, ni déduction. Et donc, on passe rapidement à la quatrième charge, qui est en fait les jetons de présence versés aux administrateurs. Jetons de présence versés. Voilà, donc jetons de présence. Cette fois-ci, jetons de présence versés. Je crois que nous avons déjà parlé des jetons de présence. Et je me rappelle très bien vous avoir déjà dit que les jetons de présence, quand ils sont reçus, ils sont considérés comme des produits imposables. Quand ils sont versés, ils sont considérés comme des charges déductibles. Je rappelle encore une fois que les jetons de présence représentent une rémunération spéciale des administrateurs des sociétés. Et donc, logiquement, cette rémunération constitue une charge déductible. Donc, je peux mettre ici les jetons de présence, hein, les jetons de présence versés, hein, les jetons de présence versés sont des charges, je dirais, des charges qui sont déductibles. Voilà, donc des charges qui sont liées à l'exploitation. D'ailleurs, le plan comptable, il les met dans les autres charges d'exploitation, hein, donc les charges liées à l'exploitation, et donc ils sont déductibles sans aucun problème. Donc là aussi, il n'y aura ni réintégration, ni déduction. Alors, cinquième opération de charge, c'est des cotisations patronales de sécurité sociale. Cotisations patronales de sécurité sociale. Voilà, cotisations patronales de sécurité sociale. Alors, est-ce que ces cotisations patronales sont déductibles ou non? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les charges de personnel, d'une manière générale, sont déductibles s'ils sont justifiés et s'ils correspondent ou bien s'ils constituent la contrepartie d'un travail effectif. Et quand on dit les charges de personnel d'une façon générale, c'est pas seulement les salaires nets qui sont versés aux salariés, mais même les cotisations qui sont supportées par les employeurs, ils rentrent dans ces charges de personnel, donc ils sont déductibles. Donc ici, on peut dire que ces cotisations, ils sont également déductibles. Donc on peut dire que ce sont des charges de personnel, ce sont des charges de personnel qui sont déductibles.
Voilà. Donc ça, c'est juste la part supportée par l'employeur. Il y a aussi la part supportée par les salariés. Mais globalement, les charges de personnel, s'ils sont la contrepartie d'un travail effectif, en principe, ils sont déductibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut passer maintenant à la sixième charge que nous avons dans l'énoncé. Euh, les frais séminaires organisés dans le cadre de la formation continue. Alors, dépenses de formation, hein, les dépenses de formation, donc les frais de séminaire, sont-ils déductibles ou pas? Voilà, je crois que, on va dire, ce sont des dépenses qui sont engagées euh, dans l'intérêt, je dirais, des salariés qui vont bénéficier de la formation, mais aussi dans l'intérêt de la société. Et donc, ils sont déductibles. Hein, donc, ce ne sont pas des dépenses à caractère personnel, loin de là. Au contraire, ce sont des dépenses qui sont engagées dans l'intérêt des salariés, dans l'intérêt de la société. Et donc, on peut dire que le lien avec l'activité, le lien avec l'exploitation, il est facile à établir. Et donc, c'est pourquoi on va également les considérer comme des charges qui sont déductibles. Donc, là aussi, il n'y aura pas de rectification, ni en plus, ni en moins. Et donc, on passe à la septième charge. Vignette, c'est des voitures de service. Voilà, donc là, quand on parle des vignettes de voitures de service, c'est ce qu'on appelle aussi la TSAVA, la taxe spéciale annuelle sur le véhicule automobile. Hein, taxe spéciale annuelle sur le véhicule automobile. Bon, on peut dire que les dépenses qui sont relatives ce qu'on appelle les vignettes, peut-être c'est le terme plus utilisé dans le langage courant, mais bon, fiscalement, cette taxe, ça s'appelle la TSAVA. Donc, les dépenses qui sont relatives à la TSAVA, ils sont en principe déductibles, je dirais, dès moments que, je dirais, les voitures, je dirais, sont immatriculées au nom de la société, hein, du moment que les voitures sont immatriculées au nom de la société. Parce que s'il s'agissait de tsava personnel, de taxes personnelles, de vignettes sur des voitures personnelles de quelques salariés, d'accord, là, on peut refuser la déduction, mais du moment que ce sont des voitures qui sont immatriculées au nom de la société, ce sont des voitures de service, je crois que c'est ce que dit l'énoncé, voilà, donc voilà, des voitures de service, effectivement, des voitures de service, donc ce sont des voitures en principe immatriculées au nom de la société. Donc ces dépenses, en principe, on peut également les déduire. Et donc là aussi, il n'y aura pas de rectification, ni en plus, ni en moins. Et on passe à la huitième opération. Alors la huitième opération, c'est justement le des redevances leasing, hein, redevances crédit bail, hein, redevances leasing ou bien redevances crédit bail. Alors, les redevances leasing, c'est ce que paie la société comme loyer, entre guillemets, lorsqu'il choisit la voie du crédit bail comme solution de financement pour son matériel, pour ses installations. Donc là, on n'a pas précisé est-ce que c'est relatif à des immobilisations ou disons de la société ou à autre chose, mais en principe, ces redevances leasing sont déductibles s'ils se rapportent à des biens qui sont utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité. Donc là aussi, on peut dire que ces redevances leasing, ces montants, ils sont en principe déductibles. Donc, on va dire ici, ces charges, voilà, ils sont euh, déductibles, en principe, donc déductibles. Euh, voilà, donc, du moment que ces redevances se rapportent à des biens qui sont utilisés par l'entreprise, c'est-à-dire du moment qu'ils se rapportent à des biens professionnels, hein, il faut que ça soit lié à des biens professionnels et non pas des biens personnels. Et donc, si ça se rapporte à des biens professionnels, des immobiliers sont utilisés par l'entreprise pour ses besoins
pour ses besoins, je dirais, d'exploitation ou d'activité, en principe, c'est déductible. Voilà, et donc on passe à la 9e charge que nous avons dans cet exercice. Hein, c'est la taxe d'habitation du domicile privé de la société principale. Donc, taxe, hein, une taxe d'habitation. Alors, taxe d'habitation, voilà un exemple de dépense, on va dire, à caractère personnel plutôt. Hein. C'est une dépense, on va dire, à caractère personnel et donc qui n'est pas liée à l'activité de la société. Bon, domicile privé, donc c'est pas les dépenses concernant le domicile privé de X ou de Y, c'est pas forcément lié à l'activité de l'entreprise et donc on peut dire que cette taxe n'est pas déductible. Et donc, c'est pourquoi je dis c'est une dépense à caractère personnel, donc non liée à l'activité, et donc on va dire que elle n'est pas déductible. Voilà, cette dépense n'est pas déductible. Et donc, pour les charges non déductibles, nous avons déjà dit qu'il faut les réintégrer. Et donc, c'est pourquoi nous allons réintégrer le montant de cette taxe d'habitation qui est, je crois, de 4800 dirhams. Voilà, donc 4800 dirhams. Et puis, nous avons les intérêts des comptes courants, des comptes courants des associés pour 300 000 dirhams. Les 300 000 dirhams des intérêts de comptes courants d'associés. Alors, d'abord, rappelons, c'est quoi ces intérêts de comptes courants associés? En fait, les intérêts des comptes courants associés, c'est des intérêts qui sont payés par la société aux associés en contrepartie des avances qui peuvent être faites par ces associés à la société. Autrement dit, les associés, les actionnaires d'une société peuvent prêter, entre guillemets, de l'argent à la société pendant une certaine période, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois, etc. Et puis la société peut justement les rémunérer en leur versant des intérêts. Donc la question qui se pose est de savoir est-ce que ces intérêts qui sont payés par la société aux associés en contrepartie des avances faites par eux durant l'exercice, est-ce que ces intérêts sont des charges déductibles ou non? En fait, ici, il y a une condition et deux limitations qu'il faut toujours vérifier. Une condition et deux limitations. La condition, c'est quoi? La condition, c'est que le capital de la société doit être totalement libéré. Le capital de la société doit être totalement libéré. Cela veut dire que le capital de la société doit être totalement versé par les associés à la société parce que il est possible, notamment dans les sociétés anonymes à capital assez important, il est possible donc de créer une société avec un capital qui est partiellement libéré. On peut donc se contenter au début, par exemple, de libérer que le un quart des apports en numéraire, donc le un quart du capital, et puis les trois quarts, on peut attendre des mois et des mois avant de les libérer. Donc maintenant, si on est en présence d'une société qui a un capital qui n'est pas totalement libéré, elle n'a pas le droit de déduire aucun centime dans le cas des intérêts du compte courant d'associés. Et c'est tout à fait logique, tout à fait normal parce que les associés ne peuvent pas se permettre de prêter de l'argent à la société et de se faire payer à travers des intérêts alors qu'ils n'ont même pas encore libéré le capital social. Donc, ce qui fait que, je le répète encore une fois, si le capital n'est pas totalement libéré, il faut réintégrer le montant total des intérêts du compte courant d'associés. Et donc, c'est pourquoi je vais vérifier ici le capital. On nous dit qu'il est de 2 millions de dirhams et il est intégralement libéré. Donc, la condition ici, elle est respectée. Hein, le capital, il est totalement libéré. Donc, la société peut prétendre à la déduction des intérêts des comptes courants d'associés. Seulement, il faut vérifier deux limitations. Alors, quelles sont
ces deux limitations, c'est que le montant à rémunérer, donc le montant des avances en compte courant, je ne parle pas des intérêts, mais je parle du montant prêté, le montant prêté par les associés à la société. Donc ce montant-là ne doit pas dépasser le montant du capital social. Hein. Enfin, il peut prêter plus que le capital social, mais ce qui est déductible, ce qui est admis en déduction, c'est la rémunération correspondant au montant qui ne dépasse pas celui du capital social. Et donc là, on nous dit dans l'énoncé que le montant des comptes courants associés est de 3 millions. Donc il ne faut pas confondre 3 millions et 300 000. 3 millions, c'est quoi? C'est le montant prêté par les associés à la société. 300 000, c'est la rémunération versée par la société aux associés. Donc j'ai dit que ce montant-là, de 3 millions, ne doit pas dépasser le montant du capital social. Or, le capital social, il n'est que de 2 millions de dirhams. Donc, ce qui fait que la partie déductible, c'est la rémunération d'un maximum de 2 millions. On ne peut pas rémunérer 3 millions parce que le capital n'est que de 2 millions. D'accord? La deuxième limitation qu'il faut également vérifier, c'est le taux d'intérêt à appliquer. On ne peut pas appliquer le taux qu'on veut. On ne peut pas mettre, par exemple, un taux de 14%, de 15%, de 18%, de 21%. Non. Il faut respecter un taux réglementaire, un taux légal. Chaque année, il y a un taux qui est publié au niveau, je crois, qu'il faut respecter. Et généralement, ce taux qui est publié donc annuellement, c'est pas un taux à deux chiffres, c'est très souvent un taux à un chiffre, hein, 2, quelque chose, 2,19, 2,23, 2, donc là, on a dit que le taux réglementaire relatif à l'année 2020, c'est 2,23%. Donc, le taux admis en déduction pour ces intérêts de compte courant, il est de 2,23%. Et la durée de mise à disposition de la société au cours de 2020, c'est 9 mois. Donc, autrement dit, ce montant de 3 millions, a été prêté par les associés à la société pendant une période de 9 mois. Pendant une période de 9 mois. Donc, c'est la raison pour laquelle on va dire que, euh, bon, théoriquement, les intérêts de compte courant ils sont déductibles, mais avec une limitation. Donc, c'est pourquoi, dans ce genre d'opération, lorsque je me rends compte que le capital il est totalement libéré, je dois comparer, tout simplement, parce que, je le répète encore une fois, si le capital n'était pas totalement libéré, alors là, il faut réintégrer le montant total des intérêts versés. Donc les 300 000, ça va être à réintégrer. Mais ici, nous avons un capital qui est totalement libéré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer le montant des intérêts versés et donc comptabilisés avec le montant des intérêts qui est fiscalement déductible. Et si on trouve que le montant des intérêts versés et comptabilisés est supérieur, là, il va falloir réintégrer la différence. Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, je vais encore une fois revenir au tableau. Voilà, donc le tableau de passage. Voilà, je crois qu'on est à la 10e opération. Donc, intérêt des comptes courants d'associés créditeurs. Bon, comme le capital est totalement libéré, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer les intérêts servis aux associés, donc autrement dit, des intérêts qui sont déjà comptabilisés, et qui sont de 300 000. Je vais les comparer avec les intérêts qui sont fiscalement déductibles. Fiscalement déductibles. Alors, quel est le montant des intérêts fiscalement déductibles? Donc, je vais prendre le montant de l'avance en compte courant, il est de combien? Il est de 3 millions de dirhams. Mais moi, je ne vais pas prendre 3 millions. Pourquoi? Parce que le maximum à rémunérer, c'est un montant qui ne doit pas dépasser celui du capital social. Or, le capital, comme on l'avait vu tout à l'heure, il n'est que de 2 millions de dirhams. Le capital, il n'est que de 2 millions de dirhams. Donc, au lieu de 3 millions, je vais prendre 3 millions, au lieu de 3 millions, je vais prendre 2 millions seulement. Donc, ça va être 2 millions de dirhams
et je vais multiplier par le taux réglementaire qui est de 2,23%, et je vais multiplier par la période, je dirais, qui nous a été donnée dans l'énoncé, donc 9 mois sur 12 parce que le taux il est annuel. Et donc, comme la durée de l'avance elle est de 9 mois, donc je vais appliquer la règle du prorata temporis en multipliant par 9 douzièmes. Donc voilà, 2 millions fois 2,23% fois 9 douzièmes, ça va nous donner le montant des intérêts déductibles. Alors le montant des intérêts déductibles, il est de 33 450. Hein, 33 450. Donc le maximum que peut déduire cette société en tant qu'intérêt de compte courant, c'est 33 450. Or, elle a déduit un montant de 300 000, ce qui est quand même assez exagéré quand même. Et donc, la solution, c'est quoi? C'est qu'il va falloir réintégrer la différence. Donc, on peut dire que la différence, elle est à réintégrer. La différence n'est pas déductible et donc il est à réintégrer. Donc 300 000 moins 33 450, c'est à réintégrer. Voilà, donc 300 000 moins 33 450, ça fait 266 550. C'est une charge, c'est une fraction de la charge qui n'est pas déductible. Et donc, on passe à la 11e opération. Alors, la 11e opération, non, on est justement, on est dans la 11e, je pense. Alors, taxe d'habitation, c'était la 9e, 8e, 9e, taxe d'habitation. Ça va. Ah oui, j'ai loupé la taxe professionnelle, hein, donc c'est pas grave. Taxe, voilà, j'avais loupé la 7e opération, qui est la taxe, peu importe les numérotations, taxe professionnelle, bah, ça doit venir juste avant les vignettes, mais bon, c'est pas grave, je vais l'insérer donc ici. Donc, juste avant cette opération, je dois ajouter ici, voilà, la 7e opération. Voilà, 7e opération, c'est professionnel. Alors, la taxe professionnelle, la taxe professionnelle, donc c'est la nouvelle appellation, si vous voulez, de l'ancienne patente. On parlait de la patente. Alors, je crois que je vous avais déjà dit que, en principe, tous les impôts sont déductibles. Donc, tous les impôts de l'entreprise sont déductibles, sauf l'IS. Hein, donc, sont déductibles, sauf l'IS. Donc, cela semble vouloir dire que la taxe professionnelle, elle est déductible. Donc, c'est une charge déductible. Donc, parce que, comme je viens de le préciser, tous les impôts sont déductibles, sauf l'IS lui-même. Voilà, donc ça, c'était la 7e opération. Donc, ici, ça va devenir la 8e. Et là, c'est la 9e. Voilà. La 10e. Et la 11e ici. Voilà. Voilà, comme ça. Maintenant, on est à la 12e opération. Voilà, la 2e opération. Alors, la 2e opération, c'est quoi? C'est des dotations aux amortissements et provisions. Voilà, donc dotation aux amortissements et provisions. Alors, dotation aux amortissements et provisions. Alors, je vais prendre d'abord la première. C'est quoi? C'est une dotation correspondant à l'amortissement d'un matériel selon le mode dégressif pour un montant de 31 875. Donc, nous avons constaté une dotation aux amortissements selon le mode dégressif pour 31 875. Et là, nous avons les informations. La valeur d'origine des biens, c'est 85 000. La date d'acquisition, c'est le 26/7/2020. Donc, la durée probable d'utilisation, elle est de 5 ans. Alors, étant donné ces éléments-là, est-ce que cette somme de 31 875 est déductible ou non? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est d'abord que euh, pour la première annuité de 2020, puisque le bien il a été acquis le 26/7, donc on va l'amortir
sur 6 mois, hein, puisque donc les biens doivent être amortis à partir du premier jour du mois d'acquisition ou du mois d'utilisation effective. Donc là, le premier jour du mois, c'est le 1 juillet. Donc du 1 juillet au 31/12 2020, donc c'est 6 mois. Euh, Comme la durée probable d'utilisation est de 5 ans, donc le taux d'amortissement linéaire, c'est 20%, hein, 100 sur 5. 100 sur 5, ça fait 20. Et exprimé en pourcentage, ça fait 20%. Et comme l'amortissement, ou bien le mode d'amortissement retenu, c'est le dégressif, nous savons très bien que un taux d'amortissement linéaire de 20% nous donne un taux dégressif de 40%. Le coefficient, c'est 2. Il faut voir le cours de comptabilité de première année. Hein. Donc 20% correspond en linéaire, ça correspond à 40% en dégressif. Donc c'est la raison pour laquelle je vais calculer l'annuité selon le mode dégressif. Je vais comparer cette annuité avec les 31 875 pour voir est-ce que c'est bon ou pas bon. Donc si ce montant-là est supérieur, bien sûr, il va falloir réintégrer la différence. Je vais mettre ici amortissement, justement, le petit a, c'est amortissement dégressif. Alors, amortissement dégressif du matériel. Voilà. Donc, je vais comparer, comment dire, l'amortissement comptabilisé. Hein. Je vais comparer le montant de l'amortissement qui a été comptabilisé. Voilà. Et qui est de combien? De 31 875 avec l'amortissement qui est fiscalement déductible. Hein, l'amortissement qui est déductible. Alors, comme je viens de le préciser, pour déterminer, pour avoir le montant de l'amortissement déductible, je vais prendre la valeur d'origine du bien, qui est de 85 000. Voilà, donc 85 000. Je vais multiplier par le taux de 40%, c'est ça le taux dégressif, et je vais multiplier par 6 douzièmes. Voilà. Alors 85 000 fois 40% fois 6 douzièmes. Ça fait 17 000. Donc voilà. Donc le maximum que peut déduire pour ce matériel, le maximum que peut déduire la société pour ce matériel, c'est 17 000. Morel, il a déduit un avancement de 31 875. Donc il y a là une différence de 31 875 moins 17 000 qu'il faut réintégrer. Donc c'est ce que je vais écrire ici. La différence est à réintégrer. Voilà, la différence est à réintégrer. Et donc je vais réintégrer ce montant-là de 14 875. Et je passe au deuxième élément de ce poste dotation aux amortissements et provisions. Alors le deuxième élément, le petit b, c'est une machine acquise le 1/7/2019 pour 56 000 dirhams hors taxe, amortissement constant au taux de 10%. Par suite d'omission, aucun amortissement n'a été comptabilisé en 2019 et la dotation pratiquée en 2020 est de 8 400. Là, il semble qu'on a passé en 2020 un montant comme dotation qui correspond à la fois à l'amortissement de 2020 et de 2019. Parce que si vous vérifiez, si vous calculez l'amortissement de 2019 sur 6 mois et l'amortissement de 2020 sur 12 mois, et vous faites la somme, vous allez trouver 8 400. Or, on sait très bien que si un amortissement a été omis, n'a pas été comptabilisé au titre d'un exercice donné, on ne peut pas le déduire l'exercice suivant ou bien les exercices suivants. S'il est omis, ça y est, c'est perdu, donc on ne peut pas donc, le déduire plus tard. Et donc, ce qui fait que là, je vais faire comme tout à l'heure, donc je vais comparer l'amortissement pratiqué avec l'amortissement qui est fiscalement déductible. Donc là, je suis dans le petit b, l'amortissement de la machine. Hein, amortissement, voilà, de la machine, donc qui est acquise en 2019. Donc, encore une fois, je vais comparer l'amortissement comptabilisé. Voilà, donc l'amortissement comptabilisé, il est de 8 400 apparemment.
voilà, 8400. On va comparer ça avec l'amortissement qui est fiscalement déductible. Alors l'amortissement qui est déductible fiscalement, je vais le calculer normalement, donc c'est en principe 56 000 multiplié par 10%. En tout cas, on nous dit que le taux d'amortissement il est de 10%, voilà. Et donc, en principe, pour 2020, ça doit être 56 000 fois 10%. Alors, 56 000 fois 10%, ça va faire un montant de seulement 5 700. Donc, encore une fois, la différence doit être réintégrée. Donc, le maximum qu'on peut déduire comme amortissement pour cette machine, c'est 5 600. Et donc, il y a là un excédent de 2 800 qu'il va falloir réintégrer. Donc, la différence est à réintégrer. Et donc, je vais réintégrer le montant de 2 800. Et je passe au suivant, le petit c, provision pour créance douteuse pour 33 600. Cette provision a été calculée de façon globale et en fonction des taux d'impayés moyens des exercices précédents. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que les provisions euh, doivent correspondre à des charges ou à des dépréciations d'éléments d'actifs ou à des risques pour qu'ils soient déductibles. Mais pour le cas particulier des provisions pour créances douteuses, il faut éviter de les calculer d'une manière globale ou bien d'une manière forfaitaire. Non, je ne peux pas me permettre de déduire une provision pour créance douteuse qui est égale à 4% de mon chiffre d'affaires, ou 3% de mon chiffre d'affaires, ou 45% des impayés de l'année dernière. Non, il faut qu'il y ait un problème avec un client bien déterminé, pour une créance bien déterminée, sur un montant bien déterminé. Donc, il faut que ce soit nettement individualisé. Et puis, en plus, il faut qu'il y ait un recours, au moins l'intention d'un recours judiciaire. Hein, il faut qu'il y ait, parce que si je décide de ne pas aller en justice avec un client, donc là aussi, ça va être difficile pour moi de déduire une provision pour créance douteuse. Or là, on nous dit que c'est calculé d'une façon globale et on n'a pas parlé donc de recours judiciaire. Et surtout, on dit que cette provision a été calculée de façon globale. Donc, ces provisions ne sont pas nettement individualisées. Donc, on peut dire que ce montant ne peut pas être considéré comme une charge déductible. Donc, ce que je vais mettre ici, provision pour créance douteuse. Voilà, provision pour créance douteuse. Voilà. Donc, je vais mettre ici, c'est, voilà, donc ces provisions ne sont pas, je veux dire tout simplement, ils sont calculés de manière globale. Hein. Donc, ils ne sont pas individualisés. En plus, il n'y a pas de recours judiciaire aussi. Hein. Pas de recours judiciaire aussi. D'accord Donc, c'est pour ces raisons-là, on peut dire que le montant correspondant, bien sûr, n'est pas déductible. Ah, donc, ce montant n'est pas déductible. Et donc, quand un montant n'est pas déductible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le réintégrer. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons nous allons réintégrer plutôt le montant de cette provision pour créance douteuse qui est de 33 600. Voilà. Alors, le point suivant, le petit d, je crois, c'est une provision, je crois, pour IS. Hein, provision pour IS, pour impôt sur les sociétés. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que pour qu'une provision soit déductible, il faut qu'il se rapporte à une charge qui est elle-même déductible, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, je peux très bien me permettre d'écrire l'IS n'est pas déductible, nous l'avons dit tout à l'heure. Nous avons dit que tous les impôts sont déductibles sauf l'IS. Donc l'IS n'est pas déductible.
Heu, voilà, donc il en est de même, voilà, il en est de même pour la provision correspondante. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, du moment que l'IS lui-même n'est pas une charge déductible, la provision pour IS n'est pas une charge déductible non plus. Et donc, il va falloir réintégrer le montant correspondant et qui est de, je crois, 81 220. Voilà, 81 220. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a le petit e, provision pour dépréciation des stocks constitués suite à la baisse du prix d'un lot de marchandises de la société en dessous du prix de revient pour 112 000 dirhams. Voilà, donc la dernière provision, c'est une provision, donc petit e si vous voulez, provision, hein, provision pour dépréciation des stocks. Je crois que cette provision, il semble être justifiée par un facteur qui est raisonnable, la baisse du prix. Donc, s'il y a une baisse du prix d'un lot euh, de marchandises, de matières ou de fournitures que nous avons en stock, donc une baisse de prix facilement remarquable sur le marché, je pense que cela peut justifier la constatation d'une provision. Et donc, fiscalement, cette provision, elle est déductible. Voilà, donc c'est ce que je vais écrire. On va dire que cette provision, hein, cette provision pour dépréciation des stocks, elle est justifiée, hein, donc il est justifié par la baisse donc, du prix. Et donc on peut dire qu'il est tout simplement, il est déductible. Hein, il est donc déductible. Je pense qu'il ne va pas poser de problème de déductibilité. Et donc, comme il est déductible, il n'y aura ni réintégration, ni déduction. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout. Voilà, c'était la dernière opération, hein, 112 000. Voilà, donc maintenant on peut calculer le total des deux colonnes. Voilà, donc on peut calculer le total des deux colonnes. Voilà, total de la colonne des réintégrations fait 1 340 995 et le total de la colonne des déductions c'est 79 150. Voilà, donc je peux maintenant déterminer mon résultat fiscal. Alors, résultat fiscal, c'est quoi? C'est le résultat comptable. C'est le résultat comptable, 855 200, plus les réintégrations. Donc, résultat comptable plus réintégration, c'est le total de cette colonne-là. Donc, c'est 1 340 995 moins les déductions, 79 150. Voilà, donc je vais mettre le total ici. Alors, 1 349 195 moins 79 150, ça fait 1 261 845. Et donc, le montant de l'IS sera égal à, voilà, je vous ai montré la dernière fois le barème. Donc, quand c'est supérieur à 1 million de dirhams, quand le résultat fiscal est supérieur à 1 million de dirhams, le taux c'est 31% et la somme à déduire c'est 140 000. Donc, c'est 1 261 845 qu'il faut multiplier par 31% et on retranche, voilà, on retranche 140 000 dirhams. Donc, d'après le barème de l'IS, donc fois 31% moins 140 000, moins 140 000 dirhams. Voilà. Alors, ça nous donne donc, voilà, 251
172. Donc voilà le montant de l'IS, voilà le montant du résultat fiscal, voilà. On va venir, voilà, effectivement, comme la dernière fois. Donc voilà le montant du résultat fiscal et voilà le montant de l'IS. C'est le montant de l'IS exigible pour cet exercice 2020 est donc de 251 172. Voilà, donc j'espère qu'avec ce deuxième cas, vous avez maintenant une idée qui est plus ou moins claire sur le traitement fiscal des charges. Vous avez bien évidemment le détail de l'analyse au niveau du support qu'on a partagé avec vous il y a quelques semaines. Donc, tout ce qui me reste, c'est donc de vous souhaiter bon courage pour la suite. Et donc, on se donne rendez-vous lors d'une troisième séance pour corriger le cas de synthèse, pour parler un petit peu des problèmes de liquidation de l'IS et pour traiter le cas de synthèse. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt.